Ça bascule, le podcast sur le vélo, animé par Zoltan. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ça bascule. Je m'appelle Zoltan, j'ai 17 ans, je suis passionné de cyclisme et je veux partager cette passion avec vous. Dans cet épisode, nous allons d'abord faire un tour d'horizon des actus du monde du cyclisme, puis nous aurons la chance d'avoir une entrevue d'abord avec Michael Audic, professeur de PS en collège et cycliste amateur, ainsi qu'avec Jean-Claude Salé, président du cyclo-club Vitréen. Enfin, nous allons vivre ou revivre pour certains la dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Mais pour l'heure, place aux actus. Avec la 7ème étape du Tour d'Espagne, les coureurs s'attaquent en ce vendredi 23 août à une étape plutôt accidentée entre Archidona et Cordoba, avec une seule difficulté répertoriée, le terrible Alto del 14% qui porte bien son nom, avec des pentes qui peuvent atteindre 16,3%. Une étape au scénario ouvert qui pourrait sourire aux échappés. Un coup de tonnerre dans le mercato. Julien Alaphilippe, le chouchou des Français, a annoncé rejoindre la formation helvétique Tudor de l'ancien champion cycliste Fabian Cancellara. Il y a signé un contrat jusqu'en 2027. Pour rappel, il n'avait connu que l'équipe de Patrick Lefevere depuis ses débuts pro en 2013. Et la Bretagne Classique, c'est bientôt, et oui, plus que 2 jours avant le dimanche 25 août et la Bretagne Classique à Plouay. Le vainqueur sortant Valentin Madoua sera en rendez-vous, tout comme celui qui l'a accompagné sur le podium des JO, le champion d'Europe Christophe Laporte. On pourra aussi retrouver des stars internationales comme le Belge Arnaud Delis ou le Suisse Marc Hirschi. Ça bascule, le podcast sur le vélo, animé par Zoltan. On va parler d'une personne qui m'a donné envie de me donner à fond dans la discipline du cyclisme. Ça bascule, la rencontre. Bonjour Michael Audic. Bonjour Zoltan. Michael Audic, vous êtes cycliste amateur dans la catégorie Open 1, la 2e division amateur, chez le team Sojasun à Noyal-sur-Vilaine, avec qui vous avez notamment remporté le championnat départemental en 2022. Mais vous êtes aussi professeur d'EPS au collège Saint-Joseph à Châteaubourg. Vous m'avez dit que vous aviez fait la cyclo de la Bretagne Classique. Votre avis sur le parcours ? Alors la Bretagne Classique aura lieu dimanche pour les professionnels, les hommes en tout cas. Et effectivement, toujours 2 jours avant, il y a la cyclo-sportive qui se tient sur une partie du parcours des hommes du dimanche. C'est un circuit assez casse-pattes. Il n'y a pas vraiment de temps mort avec pas mal de montées-descentes et des toboggans toute la journée. Donc c'est assez usant comme course. Donc tu auras du spectacle. Ah, évidemment, il y aura forcément du spectacle et tous les ans, on se pose la question, est-ce que un petit groupe d'échappés va réussir à partir? Est-ce que ça va arriver au sprint? Généralement, c'est toujours tendu tous les ans. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas cycliste professionnel, mais cycliste amateur. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages quand même dans le cyclisme amateur par rapport au cyclisme professionnel? Ah bah forcément, les avantages, c'est que c'est pas notre métier. Donc on n'a pas la pression, du moins la pression des résultats et il n'y a pas d'aspect financier en jeu. Donc forcément, ça on va dire que c'est l'avantage d'être amateur par rapport aux professionnels. Ouais, ça permet de faire du vélo avec plus librement, vraiment que ça reste une passion, ça. Voilà, c'est une passion et on en fait surtout par rapport avec l'envie de prendre du plaisir, bien évidemment, et en fonction de notre temps libre. Dans le domaine professionnel, on voit ça davantage comme un métier parce qu'on a la pression du résultat, il y a des enjeux financiers derrière et automatiquement on va s'entraîner par tous les temps, chose qu'on peut éviter quand on est amateur, par exemple. Vous auriez quand même aimé être professionnel ou pas ? Non. Honnêtement, pour répondre avec franchise, j'aurais jamais voulu être professionnel. Parce que j'estime que j'ai jamais eu le niveau pour prétendre passer à l'échelon supérieur. Et 2, parce que le monde professionnel, généralement, on l'idéalise. On a tendance à voir uniquement les bons côtés, mais il n'y a pas que les bons côtés. Il y a des fois où on peut être blessé, on peut ne pas avoir de résultats, et puis on peut être dans un mal-être si on reste dans cette spirale négative. Je suis bien content d'avoir le vélo d'un côté en tant que passion et puis un métier à côté pour libérer un peu la tête, on va dire. Ah bah c'est important ce que vous dites, c'est vrai, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit, et donc c'est important de le dire, parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes passionné de cyclisme, mais ce n'est pas votre métier. Et donc justement, comment vous faites pour concilier votre passion avec votre vie professionnelle, les entraînements et tout ? Alors, disons que j'ai un métier qui me laisse quand même du temps pour m'entraîner. Je suis prof de PS, donc j'ai des vacances de temps régulièrement, disons. Donc ça me permet de faire des bons blocs d'entraînement. Et puis quand je suis en période scolaire, l'hiver, c'est plutôt la saison creuse pour le vélo, donc je m'entraîne assez peu au final. Et à partir du printemps, les jours sont assez longs, donc ça me permet de m'entraîner ensuite en fin de journée.
Et généralement aussi, j'arrive à me dégager une demi-journée dans la semaine. Donc, lorsqu'il n'y a pas de compétition avec les élèves, c'est le mercredi après-midi. Donc, ça me permet aussi de faire une belle séance en semaine, malgré le travail. Mais c'est une organisation, effectivement. Il faut concilier un métier à temps plein et une passion qui est assez chronophage. Et effectivement, ça demande un peu d'organisation. Et justement, donc vous êtes prof de PS, Michael Audic, et est-ce que vous arrivez à apporter un peu de votre passion du cyclisme dans votre métier ? Alors, je vais pas forcément parler de cyclisme avec mes élèves. C'est une activité en plus qu'on n'enseigne pas au collège. Je vais plutôt élargir au domaine du sport. Donc, effectivement, moi, l'idée, c'est de faire en sorte que les élèves apprennent d'un point de vue moteur, prennent du plaisir pour pratiquer un sport déjà à l'instant T et puis sur le plus tard. Mais effectivement, sinon, concernant ma passion, je reste assez discret sur ce que je fais en dehors du collège et puis ça me va très bien. Mais sinon, effectivement, voilà. Je reviens sur ce que je viens de dire, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir et d'apprendre d'un point de vue moteur. Ça, c'est vraiment les deux objectifs de la discipline. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que les élèves puissent faire du vélo au collège ? Alors, évidemment, je vais pas vous répondre non. J'ai déjà expérimenté la chose à la sortie du Covid, comme il y avait assez peu de clubs qui fonctionnaient, donc ça me permettait d'avoir des élèves relativement disponibles. Mais la pratique du vélo, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est assez chronophage. Donc sur les séances de PS qui durent 2 heures, au final, le temps de pratique sera assez limité. Et c'est surtout au niveau de l'organisation matérielle avec l'achat de vélo qui rend les choses compliquées. Mais je sais que ça se développe pas mal avec notamment le savoir rouler. Donc j'espère que ça va rester dans ce sens-là et que le vélo puisse prendre au fur et à mesure de plus en plus de place. Et justement, c'est vrai qu'on voit un développement du vélo grâce aux vélos à assistance électrique qui permettent quand même de moins se dépenser physiquement. Mais on le voit aussi que ces vélos à assistance électrique rentrent dans le milieu compétitif. Et donc, pour vous, est-ce que les assistances électriques, c'est une bonne chose que ce soit au niveau de la vie de tous les jours parce que c'est vrai qu'il y a plus de gens qui font du vélo Est-ce que ça déborde peut-être pas trop sur la compétition ? Est-ce que ça dénature pas le vélo et le fait que ce soit un effort physique ? Je sais que effectivement depuis la période Covid, le vélo de manière générale s'est pas mal développé et notamment les vélos à assistance électrique. Alors moi mon point de vue c'est déjà ça a permis les vélos à assistance électrique de mettre pas mal de Français et de Françaises en mouvement, donc c'est pour moi une bonne chose. Il y avait certaines personnes qui prenaient soit les transports en commun, soit leur voiture personnelle pour aller au travail, qui se sont mis au vélo. Alors bien sûr, ça permet de prendre l'air, de se dépenser, mais il faut pas non plus confondre avec le vélo sans assistance électrique, bien évidemment. Et concernant la partie compétitive, donc là c'est pareil. C'est bien qu'il y ait des compètes sans assistance, des compètes avec assistance. Donc moi je connais les compétitions de VTT notamment assistance. Si ça permet de mettre du monde au sport, et moi je dis pourquoi pas. Après il faut bien évidemment pas confondre les deux. Moi je sais qu'actuellement avec des applications comme Strava, on a tendance à pas mal se comparer. Une performance en vélo assistance électrique est complètement différente d'une performance sans assistance, bien évidemment. Il faut pas confondre les deux. Eh bien merci Michael Audic, coureur cycliste amateur chez le team Sojason à Noyal-sur-Vilaine et professeur de PS au Collège Saint-Joseph de Châteaubourg, d'avoir participé à cette entrevue. Au revoir Michael. Au revoir Zoltan. Ça bascule, le podcast sur le vélo, animé par Zoltan. Notre second invité du jour m'a fait grandir en tant que jeune cycliste. Ça bascule, la rencontre. Bonjour Jean-Claude Salé. Bonjour Zoltan. Jean-Claude Salé, vous êtes président du cyclo-club Vétréen depuis 2016. Votre club comporte une centaine de licenciés et est très présent sur les courses de la région. L'actualité un peu en ce moment dans la région, c'est la Bretagne classique ce dimanche 25 août. Et vous m'avez dit que vous avez participé à la cyclo. Donc est-ce que vous auriez un peu des choses à raconter dessus ? En effet, j'ai participé à de nombreuses cyclos sportives et dont la cyclo à Plouel, la cyclo classique Bretagne. Et une fois, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rouler
assez longtemps avec Laurent Jalabert, hein, donc on était dans un groupe de contre derrière, et donc voilà. Donc c'était un bon moment de rouler avec des gars comme ça en particulier. Ah bah oui, ça devait être une sacrée expérience. Le parcours était dur, non? Oui, alors oui, parce qu'en cyclo, on faisait une grande partie, on terminait à l'époque quand même sur le circuit, bien entendu, mais avant, on allait faire un tour dans toute la Bretagne, c'était de mémoire plus de 200 km. Parce que le prochain événement pour vous, ça va être les portes ouvertes le samedi 7 septembre. Et donc, En effet. qu'est-ce que vous allez mettre en avant à ceux qui vont venir à ces portes ouvertes? Déjà, la porte ouverte, c'est une information sur le club en général, répondre à toutes les questions. C'est souvent des parents qui viennent, hein, et aussi en particulier pour une inscription de leur enfant, hein, surtout pour l'école de cyclisme. Donc ça tombe bien parce qu'au mois de septembre, c'est déjà le moment où on pense à renouveler les licences. Et pour les tout nouveaux, eh bien, ils pourront bénéficier d'une licence 2025 dès le mois de septembre, après quelques essais éventuellement. Je parle des nouveaux licenciés. Je disais que vous étiez président du club. Vous pourriez mettre en avant peut-être le fait qu'en 2020, vous aviez obtenu 2 labels de la Fédération française de cyclisme, le label École française de cyclisme et le label Club Compétition, qui ont été renouvelés pour cette année et l'année prochaine. Et qu'est-ce que ces distinctions signifient pour vous ou pour votre club? C'était une volonté en particulier du nouveau bureau quand je suis arrivé à la présidence en 2016 de faire une demande de labellisation pour notre école de cyclisme qui a de mémoire, je crois, 25 ans ou 26 ans déjà de vie et qui à ce moment-là, c'était une nouveauté. Maintenant, les écoles de cyclisme, il y en a, mais il y en avait peu à ce moment-là. Et donc, c'était aussi pour mettre en valeur, le savoir et en particulier tout ce que nos éducateurs qui ont pérennisé cette école de cyclisme et puis qui sont toujours actifs, et puis aussi les anciens qui l'ont créé. Donc voilà, et c'est une reconnaissance et c'est bien pour aller aussi rencontrer des partenaires, hein, bien entendu, hein, ça parle. Le CC Vitréen a une école de cyclisme qui est labellisée, voilà. Hein, pour l'école de vélo, donc c'est l'école de cyclisme, mais aussi pour le club compétition, notamment pour les jeunes coureurs, je parle des U15, U19, U21. Voilà. Et donc ça fait depuis 2016 que vous êtes président du club. Et comment vous jouez votre rôle, vous? Comment vous le voyez, votre rôle de président? Comment je vois ça? Déjà, tout simplement pour rendre un petit peu ce que j'ai connu quand j'ai fait beaucoup de sport et en particulier du cyclisme, mais aussi autres, et on avait besoin de dirigeants. Donc voilà, donc c'est un petit peu pour renvoyer la balle. Et puis aussi par mon passé professionnel qui est aussi la formation. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Et puis aussi parce que j'étais et je suis entouré de gens qui sont vraiment des bénévoles, mais des gens qui sont porteurs au niveau du CC Vitréen. Malheureusement, je vais pas dire malheureusement, je n'ai pas que le sportif. Ça, le sportif, ça fait rigoler. Mais quelquefois, en tant que président, il y a un autre rôle à jouer. Et voilà, donc il faut être présent aussi pour savoir dire oui ou dire non quelquefois. Et c'est ça qui est quelquefois un peu plus difficile, mais globalement, tout va bien. Très bien. Et pendant tout ce temps où tu as été président, c'est quoi les plus belles choses que tu as pu vivre? Est-ce que c'est des petites victoires dans le sens genre un enfant où tu sens la passion du vélo qui rentre en lui? Ou est-ce que ça peut être des victoires dans des compétitions Non, oui, bien sûr. D'abord les victoires, oui, parce que ça fait plaisir hein, quand on apprend qu'un gars de chez nous a gagné et même a fait un podium ou alors a bien participé. C'est toujours des petites victoires. Surtout dans notre club qui, à 98%, ce sont que des gars qui ont appris à faire du vélo chez nous. Donc je les connais tous. Il y a quelques personnes, mais vraiment très peu, qui sont arrivées par copinage entre guillemets. Mais autrement, voilà. Alors donc ça, c'est déjà c'est doublement valorisant puisque c'est des gens qui performent, mais qui ont toujours connu le CC Vitréen pour la grande partie. Alors ça c'est intéressant pour un président. Voilà. C'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est d'abord et avant tout l'esprit très sportif. Hein. Il faut absolument respecter les autres. Hein. C'est sur les vélos hein, que ça se gagne et que l'on fait la différence. Donc d'abord et avant tout cela. Donc l'esprit très sportif et l'esprit aussi de travail, parce que c'est du travail hein, quand on fait du sport et même à un niveau moyen. Il faut rouler. Les gens n'ont pas des résultats comme cela.
Et puis je pense aussi à tous ceux qui participent, parce que tout le monde ne peut pas gagner. Donc voilà, donc pour moi c'est un élan, et surtout un élan fédérateur et avec des familles aussi qui sont autour. Et on a la chance aujourd'hui de connaître cela. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est lié, je pense, à un bureau qui fédère un maximum pour que tout se passe bien. Voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir du club ? Alors c'est une réflexion. Aujourd'hui, on est tout près des 150 licenciés, avec vraiment beaucoup de gens qui courent, beaucoup de gens qui aussi bien en vélo de route et en cyclocross. Il y a des week-ends où il y a une 50 engagés sur différentes épreuves. Donc ça, il y a beaucoup de travail pour des bénévoles, faut reconnaître. Donc aujourd'hui, peut-être, il pourrait être pensé éventuellement un salarié, encore que je pense qu'on est encore un petit peu petit pour le gérer, parce qu'il faudrait un emploi pérenne. Et ça, c'est difficile. Et puis le président aura un rôle d'employeur. C'est plus difficile. Donc ça, c'est à y penser, mais je pense que ce n'est pas encore pour du court terme. Et puis, pourquoi pas, éventuellement, on pourrait tenter d'aller vers une division nationale, une DN3, dans quelques années. Mais là, il y a le problème des partenaires, et est-ce qu'on aurait encore nos partenaires locaux qui nous suivraient si on envoie des gars courir dans le milieu de la France, voire dans le sud de la France. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Et voilà. Et pourquoi pas ne pas rester bien comme l'on est, avec un club familial et avec les valeurs que l'on a. Et je pense en particulier avec un club, une équipe open qui est sur le podium actuellement du championnat de Bretagne des clubs, Oversteam. La prochaine manche, l'avant-dernière et la dernière sont les 2 prochains week-ends. Donc on sera peut-être sur le podium à nouveau des clubs bretons. C'est tout ce qu'on espère pour vous, franchement, de la réussite. Merci Jean-Claude Salé, président du cycloclub Vitréen, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Zoltan, et puis à très bientôt. Merci. Et n'oubliez pas, si vous voulez commencer le vélo ou votre enfant, n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes du CCV le samedi 7 septembre de 10h à 12h à la Halle du Parc à Vitré. Ça bascule, le podcast sur le vélo, animé par Zoltan. Je ne sais pas si le dimanche 18 août vous avez pu voir l'étape finale du Tour de France Femmes avec Zwift, mais si ce n'est pas le cas, je vais vous la raconter. Dimanche 18 août a eu lieu la dernière étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Un final en apothéose jugé au sommet de la mythique montée de l'Alpe d'Huez qui a tenu toutes ses promesses avec un scénario fou offert par les coureuses que même un scénariste d'Hollywood aurait eu du mal à imaginer. La folie commence dans le harassant col alpestre du Glandon, situé à plus de 50 km de l'arrivée. C'est ici que l'ultra favori Demi Vollering surprend tout le monde en partant essayer de chercher l'étape et le maillot jaune qu'elle avait perdu à cause d'une chute due à un virage mal pris lors de l'étape 5 entre Baston et Amnéville où elle n'avait pas été aidée par ses coéquipières. Seule la surprenante Paulina Rouilakers arrive à la suivre pendant que le maillot jaune Kasia Nievadoma semble perdre pied. Le binôme néerlandais comptabilise alors une avance d'1 minute 30 en bas de la descente, promettant à celle qui gagne l'étape de la victoire au général. Seulement, Paulina Rouilakers commence à ne plus prendre de relais, laissant donc Demi Vollering rouler dans le vent toute seule dans la vallée. Vollering ralentit alors le rythme pour éviter de se fatiguer, ce qui provoque une chute de l'écart qui n'est plus de 40 secondes au bas de la montée finale. Un écart qui ne leur assure alors pas théoriquement le maillot jaune. Demi Vollering continue de rouler seule dans le duo de tête et semble maîtriser sa montée. L'écart avec les 3 poursuivantes que sont la maillot jaune Nievadoma, la transalpine Realini et la française Musique remonte même un peu. On attend tous alors le moment où elle va s'envoler seule, aller conquérir son 2e Tour de France d'affilée. Cependant, les kilomètres passent et l'écart avec l'arrière ne monte plus. Il diminue même. Le langage corporel de Demi Vollering n'est en plus pas bon, comme on peut le voir notamment avec son visage crispé. Paulina Rouilakers décide alors d'attaquer, mais ne décramponne pas sa compatriote, qui reste avec elle jusqu'au sprint final, où Vollering décroche Rouilakers ainsi que la victoire d'étape. Mais elle ne va pas chercher le maillot jaune que Nievadoma arrive à garder de 4 secondes. Le podium du général se dit en 10 secondes. Nievadoma fond alors en larmes de joie à l'arrivée, pendant que Vollering pleure, elle, de désespoir. Et si elle n'avait pas chuté à la 5e étape? Et si ses coéquipières l'avaient attendue après cette chute pour l'aider? Tant de questions sans réponse qui font la cruauté, mais c'est la magie du tour. Et c'est la fin du podcast Ça bascule. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Au revoir. Retrouvez Ça bascule, le podcast sur le vélo, sur Radio Laser.